Et tout de suite, comment les singes sont-ils devenus des hommes? Debout tout le monde, on va voir ça. Il y a des millions d'années, un événement capital a eu lieu dans les plaines d'Afrique. Des grands singes quadrupèdes se sont redressés et ont marché sur leur seule patte arrière. Ce changement de posture a petit à petit entraîné une évolution de leur cerveau. Et au fil du temps, ces singes sont devenus des hommes. Les scientifiques savaient que la chose s'était produite, mais ils ignoraient quand et pourquoi. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Dans le Sahara, un fossile vieux de 6 millions d'années baptisé Toumaï pourrait nous apporter quelques éléments de réponse. On est en train d'écrire peut-être le premier chapitre, je ne sais pas, mais on est tout près du départ, tout près. De même, les os fossilisés d'un enfant mort il y a 3 300 000 ans pourraient nous fournir des indices sur les prémices de la pensée humaine. Nous avons pu établir que de nombreuses espèces d'hominidés vivaient sur Terre à la même période. Et nous commençons à comprendre pourquoi toutes se sont éteintes, sauf une. L'espèce à laquelle nous appartenons, Homo sapiens, est devenue la seule espèce d'hominidés présente sur la planète. Quels sont les facteurs qui ont déterminé une telle évolution ? C'est pour répondre à cette question que des paléontologues passent au crible les régions les plus isolées du continent africain. Leur quête a commencé dans le pays Afar, situé dans le nord-est de l'Éthiopie et dans la vallée du Rift. Une entaille profonde de plus de 6000 km de long qui menace de couper l'Afrique en deux. Au fil des bouleversements géologiques, des millions d'années d'histoire se sont retrouvées exposées dans les couches sédimentaires. Cette région est aride et désertique. Elle est dangereuse aussi. Les rivalités séculaires et les armes modernes ont transformé le pays Afar en no man's land, où les conflits couvent en permanence. C'est dans cet environnement inhospitalier que travaille Zerai Alem Seged. Ce paléontologue recherche inlassablement les vestiges fossilisés des tout premiers hominidés. Ici, les ossements d'animaux comme les antilopes, les éléphants et les cochons sauvages abondent. Mais ceux de nos lointains ancêtres sont extrêmement rares. Un jour, Zerai Alem Seged fait par hasard une découverte incroyable qui va éclairer d'un jour nouveau les origines de l'humanité. Cet après-midi-là, on avait décidé de quadriller le flanc de cette colline. La première chose qu'on a repérée, c'est l'os d'une pommette. Le crâne est si petit qu'il doit appartenir à un bébé. Mais à sa forme, le paléontologue sait déjà qu'il ne s'agit pas d'un chimpanzé. Le crâne est pris dans une gangue de grès. Mais en le retournant, Zerai s'aperçoit qu'il renferme d'autres os. Ils étaient tout aplatis contre la base du crâne et prisonniers du bloc de grès. Une caractéristique du paysage donne une indication sur l'âge du fossile. Des couches blanches de cendres volcaniques. C'est de la cendre volcanique qui remonte à 3 400 000 ans. Puisque le fossile était situé au-dessus de cette couche, il est forcément plus récent. Cet enfant, une petite fille, a vécu à l'aube de l'évolution humaine, il y a environ 3 300 000 ans.
Zerai Alem-Seged la baptise Selam, qui veut dire paix en langue amharique. Puis il se lance dans une tâche monumentale, tenter de reconstituer des éléments de sa vie. Son histoire débute il y a bien longtemps. Prenez la durée totale de l'histoire écrite de l'humanité, soit environ 5000 ans. Vous remontez aux pyramides égyptiennes, multipliez par 2, 10 000 ans, la domestication des plantes et les débuts de l'agriculture. Multipliez encore par 2, 20 000 ans, les fresques pariétales saisissantes des chasseurs de l'âge glaciaire. Multipliez par 2 encore 6 fois, et nous voici il y a 1 300 000 ans. Époque à laquelle le premier être vivant qui nous ressemblait vraiment chassait dans les plaines d'Afrique. Remontez encore de 2 millions d'années. C'est maintenant seulement que nous arrivons à l'époque où Selam a vécu en Éthiopie, il y a 3 300 000 ans. À quoi ressemblaient Selam et sa famille? Dans quel environnement vivait-il? Les réponses sont cachées dans les os fossilisés de la fillette. Addis Abeba, la capitale éthiopienne. C'est ici que Zerai a d'abord fait des études en géologie. Il fait partie d'une nouvelle génération de scientifiques africains qui tentent de percer les mystères des origines de l'humanité. Après avoir rapporté son précieux fossile au musée national d'Addis Abeba, il entreprend de libérer les ossements de son enveloppe de grès. Très vite, il établit que Selam appartient à une espèce dont la majorité des spécialistes pensent que nous sommes issus. Australopithecus afarensis, un hominidé bipède de petite taille qui ressemblait à un chimpanzé. C'est aussi l'espèce à laquelle appartenait la célèbre Lucie, découverte en 1974 par une équipe dont faisait partie Donald Johanson. Lucie a été très importante parce qu'elle est un mélange de caractéristiques humaines et simiesques. Les spécimens comme Selam et Lucie sont extraordinaires, simplement parce qu'en les regardant, on suit le processus de l'évolution. Mais suivre le processus de l'évolution ne se fait pas tout seul. Les ossements fossilisés de Selam sont une masse solide emprisonnée dans une coque de grès tendre. Le nettoyage du crâne est une opération longue et délicate. Ça nous a pris des heures, des jours, des années. J'ai retiré le grès grain par grain, jour après jour. Au total, 8 années de travail seront nécessaires. Mais le résultat est à la hauteur des efforts fournis. Petit à petit, le paléontologue dégage un crâne quasiment complet, avec presque soudé à sa base la majeure partie de la colonne vertébrale et les 2 omoplates. D'autres os ont été mis au jour dans le même périmètre. Un pied quasiment complet, et là la rotule et le tibia. Jusqu'alors, on n'avait jamais retrouvé de squelette d'enfant aussi âgé et aussi complet. Les os de Selam ont beau tenir dans une boîte à chaussures, ils renferment une quantité colossale d'informations sur sa vie. Par exemple, afin de déterminer à quel âge elle est morte, Zerai Alem-Seged étudie ses dents. Pas ses dents de lait qui sont encore sur la mâchoire, mais ses dents définitives, qui avaient commencé à pousser dans l'os et sont visibles au scanner. Selam avait 3 ans au moment de sa mort. Comme Lucie, Selam est le témoin d'une étape critique dans notre évolution. À la différence des grands singes, ces hominidés marchaient debout, comme l'a clairement montré le fossile découvert par Donald Johanson.
Ça dépassait du sol comme ça. Je l'ai tapoté tout doucement de ma chaussure, et voilà ce que j'ai trouvé. L'extrémité supérieure du tibia. La rotule viendrait se placer juste ici. Tout près de là, j'ai aussi retrouvé cet os en 2 morceaux. Quand on les réunit, on voit bien comment il s'articule. Tout indique un individu bipède. D'autres os confirment que Lucy marchait debout, comme nous. Voilà le bassin de Lucy. Il est très différent de celui d'un chimpanzé. De même, regardez l'orientation des os iliaques. Chez le chimpanzé, ils font face au sens de la marche. Et ça, c'est ce sur quoi vous êtes tous assis. Ils ne sont pas identiques, mais il y a nettement plus de similitudes entre ces deux-là qu'entre l'un ou l'autre et le bassin d'un grand singe. De la taille jusqu'aux pieds, Lucy était comme nous. Mais de la taille à la tête, ceux de son espèce ressemblaient clairement à des singes. Le squelette de ses lames présente les mêmes caractéristiques. Des omoplates de chimpanzé qui lui donnent l'amplitude de mouvement nécessaire pour grimper et se balancer. Ces hominidés passaient vraisemblablement du temps dans les arbres. Peut-être y dormaient-ils pour échapper aux prédateurs. Mais dans la journée, ils se déplaçaient sur leurs 2 membres postérieurs. Manifestement, ils étaient aussi à l'aise dans les 2 postures. Mais dans quel habitat vivaient-ils ? Un habitat certainement très différent de la vallée du Rift que nous connaissons actuellement. De l'autre côté de la frontière, au Kenya, s'étend une des régions les plus chaudes et les plus arides du monde, faite de roches volcaniques et de déserts brûlants. Du moins aujourd'hui. Car les recherches tendent à prouver que pendant la majeure partie de son histoire, cela n'a pas été le cas. Par des températures accablantes dépassant les 37 degrés, les scientifiques ont recueilli des indices d'une transformation spectaculaire dans la vallée de Suguta. La vallée de Suguta était submergée jusqu'à une altitude de 580 mètres. Il faut imaginer que toute la vallée était recouverte par un lac immense. Un lac plus profond qu'aucun des grands lacs africains actuels. En fait, le continent tout entier était beaucoup plus humide que maintenant. Il y a des millions d'années, bien avant la naissance de Selam et Lucy, l'Afrique était couverte de forêts tropicales humides. C'est ici qu'ont vécu les ancêtres de Selam et Lucy. Et ils ressemblaient probablement beaucoup plus à des singes. Puis le climat en Afrique est devenu de plus en plus sec. Peu à peu, la forêt a reculé. À l'époque de Selam, il y a entre 3 et 4 millions d'années, la vallée du Rift était une mosaïque de biotopes très différents. Nous le savons grâce aux fossiles des animaux qui ont vécu ici. Leurs ossements jonchent le sol. Ça, c'est une canine d'hippopotame. Il y a sans doute tout le squelette. Vous imaginez trouver un hippo ici? Une belle antilope? Ce sont les témoins d'un environnement aujourd'hui disparu. La mâchoire inférieure d'une antilope. Il y a 3 millions d'années, la vallée du Rift était une succession de plaines herbeuses et de zones boisées avec des lacs et des rivières. Un paysage très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Oh, un cochon. D'après les paléontologues, nos ancêtres ont évolué au fil des transformations de leur habitat. Pendant longtemps, ils ont passé le plus clair de leur temps dans les arbres,
comme les chimpanzés et les orang-outans actuels. Mais la diminution des forêts a contraint certains d'entre eux à acquérir une caractéristique que l'on pourrait croire innée. La bipédie, un des traits distinctifs de l'être humain. Mais comment cette caractéristique s'est-elle développée? Et pourquoi? La bipédie est très inhabituelle. À part nous, il n'existe pas d'autres mammifères qui marchent sur deux pattes. C'est justement ce qui la rend difficile à expliquer. Différentes théories ont pourtant été avancées. Certains pensent qu'ils se sont redressés pour voir au-dessus des herbes hautes. D'autres, qu'ils se sont mis debout pour rattraper les fruits sur les branches basses des arbres, comme les chimpanzés aujourd'hui. D'autres encore disent que c'était pour se rafraîchir plus efficacement, pour exposer une surface moindre au soleil. L'hypothèse la plus séduisante est que c'était pour dépenser moins d'énergie. L'énergie est cruciale pour la survie d'une espèce. Repartons dans les forêts épaisses où vivaient nos ancêtres primates il y a 10 millions d'années. Comme de nombreux singes, ils étaient parfaitement adaptés à leur existence arboricole. Ils étaient très doués pour grimper dans les arbres. Au sol, ces hominidés pouvaient vraisemblablement marcher sur leurs pattes arrière sur de courtes distances, quand ils voulaient transporter des choses. Des grimpeurs exceptionnels, capables aussi de marcher et de courir vite, mais pas de façon économique. Marcher est fatigant, mais ils n'avaient pas à aller très loin. Quand on est un chimpanzé et qu'on ne parcourt que 3 km par jour, ça n'a pas de grosses conséquences sur vos réserves énergétiques. Avec la réduction de la forêt, leurs besoins en énergie ont cependant augmenté. Peu à peu, nos ancêtres ont été obligés de marcher davantage. Ils ont dû aller plus loin pour trouver des zones à fruits, par exemple. Spécialiste de la bipédie, Daniel Lieberman pense que les hominidés se sont mis debout pour économiser leur énergie. Quand on compare la consommation d'énergie des humains et celle des chimpanzés, le résultat est très net. Les chimpanzés ne sont pas des modèles anti-gaspi. Ils dépensent environ 4 fois plus d'énergie qu'un homme pour marcher. Qu'ils se déplacent sur 4 pattes ou sur 2, un chimpanzé ne peut pas rivaliser avec un humain. Il n'est pas taillé physiquement pour résister à la gravité. Il doit faire un effort musculaire énorme pour ne pas s'effondrer en un petit tas à chaque pas. D'après Daniel Lieberman, de petites différences anatomiques ont permis une grosse économie d'énergie. Et ont mis nos ancêtres sur le chemin de la bipédie, un chemin qui mène jusqu'à nous. Mais combien de temps cela a-t-il pris? Quand l'espèce à laquelle Lucie appartenait a été découverte, beaucoup ont cru tenir le fameux chaînon manquant entre les grands singes et les humains. Mais les avancées dans le domaine de la génétique, notamment la technique de l'horloge moléculaire, ont remis cette hypothèse en cause. Aujourd'hui, en comparant l'ADN d'espèces apparentées, les biologistes peuvent déterminer à quel moment elles se sont scindées à partir d'un ancêtre commun. L'idée est très simple. Le rythme auquel les séquences d'ADN mutent est plus ou moins régulier dans le temps. C'est extraordinaire parce que ça nous permet d'établir quand 2 espèces ont partagé un ancêtre commun pour la dernière fois. Les formes de vie évoluent parce que l'ADN mute parfois spontanément en se répliquant. Or, ces modifications apparaissent à un rythme étonnamment régulier. En comptant les différences entre le code génétique des chimpanzés et des humains, on peut calculer depuis combien de temps ces 2 espèces ont suivi une évolution différente.